en compagnie de Jacques Peffert à la faïencerie Saint-Jean-l'Aigle. C'est un grand plaisir de te retrouver, Jacques. Et en plus, tu as proposé un très beau sujet. Je te laisse nous en parler un petit peu, s'il te plaît. Alors Romain, merci de cette visite. On a toujours plaisir à t'accueillir, même si les conditions sont difficiles. Elles sont difficiles pour tous les Français et je dirais pour tous les humains actuellement, hein. Donc on va essayer de changer un peu l'ambiance et de s'attacher à un problème artistique et de faire revivre un peu ce qu'était la peinture et la sculpture dans les siècles passés, et en s'intéressant bien sûr à certainement ce qui a été le plus grand sculpteur lorrain de tous les temps, c'est-à-dire Ligier-Richier. Je pense que beaucoup de personnes connaissent la route Ligier-Richier, c'est-à-dire cette route qui est parsemée d'œuvres de notre sculpteur. Et Ligier-Richier, qui est un homme de la Renaissance, qui est un humaniste de la Renaissance, a laissé certainement une des œuvres les plus importantes de l'histoire de l'art à travers son écorché. Et cet écorché, que l'on connaît aujourd'hui bien sûr parce qu'il est encore visible à Bar-le-Duc, et nous on va en voir quelques images du passé, quelques images que les ouvrages d'histoire de l'art nous ont conservé, et on va voir à travers ses dessins, à travers ses gravures, comment il est intervenu dans le milieu de la sculpture. Et on va faire le même programme, si je puis dire, c'est-à-dire commencer par le dessin et nous diriger vers la sculpture. Donc là, je vais commencer par dessiner, puis par peindre, et je passerai ensuite à la sculpture, c'est-à-dire au modelage en terre cuite. Ouais, donc, ça, c'est un voyage dans l'art en même temps que tu vas nous proposer, je dirais. C'est un magnifique programme, je suis très heureux d'y participer puisque c'est en partie une commande qui va être réalisée. Il y a environ, en gros, 6 mois de travail sur cette œuvre, hein. Mais on va pouvoir la suivre de jour en jour, si je puis dire. Alors peut-être va-t-on se diriger maintenant déjà vers le travail de Ligier-Richier à travers cet ouvrage ici, qui est un ouvrage de 1903, mais Ligier-Richier était déjà connu bien avant. Il s'agit de d'une fantastique collection qui s'appelle L'Art pour tous, encyclopédie de l'art industriel et décoratif, et cette collection a été destinée aux artistes professionnels qui y trouvaient bien sûr matière à réaliser leurs œuvres, soit par copie, soit par interprétation ou réinterprétation. Et là, nous voici donc près de Ligier-Richier, à travers quelques dessins de Ligier-Richier réalisés soit pour Bar-le-Duc, soit pour l'église des Cordeliers à Nancy, soit pour le musée historique lorrain à Nancy également. Alors ici, on a le mauvais larron, le bon larron, le tombeau de Philippe de Gueldre. On a également les statues funéraires de René de Beauvau et de Claude Badoche, son épouse. Et l'on peut voir ce travail du dessinateur tel qu'on le conçoit. C'est à l'origine toujours du projet, c'est un dessin. C'est-à-dire qu'il propose à son client, parce qu'il s'agissait tout de même d'une commande par un client, on se faisait faire son tombeau souvent avant de décéder. Et puis ensuite, le dessin restait comme élément de référence. L'œuvre n'était peut-être pas exécutée tout de suite, mais le dessin restait adopté par le client, je dirais presque adoubé par le client, et ensuite il s'agissait de le mettre en œuvre donc dans l'atelier. Alors voyons encore un autre dessin important de Ligier-Richier. Voilà, une œuvre qu'on voit à Saint-Miel. Hein, voilà une œuvre de Saint-Miel, c'est le groupe lorrain. La mise au tombeau ou le sépulcre de Saint-Miel. Magnifique sculpture d'ailleurs, à découvrir, vraiment. Et puis l'œuvre qui a créé la célébrité de Ligier-Richier, internationalement connue dans tous les ouvrages d'art et dans tous les musées du monde, c'est bien sûr, à l'église Saint-Pierre à Bar-le-Duc, la statue funéraire de René de Chalon.
Alors cette pièce est tout à fait exceptionnelle parce que pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'art, on introduisait une notion très humaniste qui était celle de la mort et de ce qui se passait après la mort. Et là, l'artiste a voulu donner encore une vie au squelette. Le squelette est toujours vivant devant nous, il est en décomposition, donc ce qui donne un caractère de tragédie à cette œuvre. Donc il faut y rechercher des données qui sont des données où la religion est présente, c'est évident, mais où aussi le désir humain de transcender la mort est très présent. Alors, tu peux juste nous décrire ce qu'il tient dans la main, et c'est très symbolique parce qu'il le regarde en plus. Hein. Mais bien sûr, il tient son cœur dans la main. C'est quelque chose de très fort comme initiative de la part de l'artiste. Donc, à travers l'une des mains qui est posée sur son cœur et l'autre main qui tient son cœur dans la main, il nous donne le passage de la vie vers la mort, mais tout en conservant une réalité qui est celle de l'âme qui se poursuit après la mort. Donc on est vraiment dans un domaine, je dirais, de la philosophie occidentale, et c'est ce qui est important dans cette œuvre parce qu'elle nous ramène à quelque chose de tragique dans la vie, bien sûr, mais qui va au-delà du tragique, c'est-à-dire que la mort apporte quelque chose dans la vie. Du coup, je me permets, on va continuer parce que autrement, je sais qu'on va discuter et c'est tout à fait passionnant. Est-ce que la personne qui passe devant, c'est pour lui donner une leçon ou qu'elle soit rassurée quand elle va mourir? Qu'est-ce que tu en dirais du message passé? Alors, le message est très complexe parce que c'est un message qui a été passé à une époque qui n'est pas la nôtre. Exactement. Avec, évidemment, un entourage autour de la sculpture qui est celle de la religion telle qu'on la concevait à ce moment-là. Donc on est en plein catholicisme, évidemment. On est aussi dans un moment où la recherche de la finalité de la religion est présente également. Il n'est peut-être pas possible pour nous de comprendre ce qu'est réellement cette œuvre pour un homme du XXIe siècle. Il faut la rechercher dans le XVIe et XVIIe siècle. Et il faut bien rappeler qu'elle se trouve dans une église, donc c'est vraiment très symbolique aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Elle a changé de place entre-temps. Hein. Elle n'était pas à l'origine au même endroit. Hein. Très bien. Et ça sont évidemment les messages de l'histoire. Allez, je te laisse poursuivre un petit peu. Voilà. Juste à côté, qu'est-ce qu'on découvre alors du coup? Il y a la photo, hein, c'est ça? Alors ici, j'ai pris l'autre photographie de l'œuvre telle que se situe aujourd'hui. Et là, on peut voir que le décor est beaucoup plus important parce qu'il s'agit d'un décor hiérarchisé. On va y retrouver une couronne ducale au-dessus du blason. On va y retrouver un certain nombre d'éléments symboliques, évidemment, et puis la draperie tout autour qui nous rappelle qu'on est quand même dans un cadre très, très codifié par l'harmonie décorative de ce siècle-là.